Dans les précédents modules, ce que nous avons vu, ce sont des éléments constitutifs de ce qu'on pourrait appeler l'action dans le contexte fictionnel. Maintenant, dans une nouvelle, ou dans un roman, enfin dans une fiction, généralement on ne va pas voir une seule action, on va avoir un certain nombre d'actions. De plus, souvent aussi, ce n'est pas l'action qu'on va voir en tant que telle, mais ce sont les gestes posés par le personnage, gestes qui vont s'intégrer à une action. C'est donc dire qu'il va y avoir une dimension intégrative dans l'analyse. Il va falloir intégrer les gestes aux actions, c'est-à-dire voir comment tel ensemble de gestes est relié à telle action, tel autre ensemble à telle action, etc. Et ensuite, voir aussi comment les différentes actions s'articulent entre elles au sein de ce qu'on pourrait appeler l'intrigue. Donc ça sera le premier volet de la réflexion, une dimension intégrative, une dimension de hiérarchisation, de lien entre les différentes actions, les différents gestes, etc. à l'intérieur de l'entier de ce qui constitue une nouvelle et qu'on appellera à la suite d'autres, l'intrigue. D'un autre côté, l'analyse peut également être menée action par action pour voir comment elles sont mises en scène concrètement à l'intérieur de la nouvelle, pour voir, en d'autres mots, leur discursivité. C'est dans le fond dans ces deux directions que va œuvrer ce module-ci. D'une part, voir les opérations d'intégration et les opérations de relation entre les différentes actions, et d'autre part, voir les modalités d'analyse de la discursivité même d'une action. Pour ce qui est de la dimension intégrative, je proposerai 3 concepts interreliés. Ce sont des concepts, pour 2 en tout cas, assez connus, assez fréquents. Le 3e est peut-être un peu moins habituel, mais on va rapidement voir sa nécessité. Donc, ces 3 concepts sont les gestes, l'action et l'intrigue. Ces 3 concepts sont à penser en interrelation, c'est-à-dire que lorsqu'on lit une nouvelle, on a un ensemble d'actions reliées entre elles, et ce qu'on voit de ces actions, ce sont évidemment les gestes concrets posés par les personnages. Donc à partir des gestes, il faut inférer les actions, parfois à la suite d'informations claires du texte aussi. Une fois que les différentes actions ont été identifiées, il faut voir leur relation à l'intérieur de ce qui va constituer l'intrigue. Pour donner un exemple de ce que j'appelle geste, on peut penser à la nouvelle Une Vendetta. Lorsque la veuve Saverini se construit son mannequin pour dresser ses miantes. Elle va chercher du boudin, elle va chercher de la paille, elle va chercher un tonneau. Ce sont autant de choses que j'appellerais des gestes, donc de petits éléments d'action. Et j'insiste, ce ne sont pas des actions en tant que telles, mais ce sont des éléments d'action. Il faut bien voir que le geste d'aller chercher du boudin, d'aller chercher de la paille, d'aller chercher le tonneau, ne valent pas pour eux-mêmes. Ils valent en tant qu'ils sont partie de cette action qui consiste à construire le mannequin, action qui va être le moyen pour dresser ses miantes, et le dressage de ces miantes qui va être le moyen utilisé par la veuve Saverini pour pouvoir tuer Nicolas Ravolati. Donc on a bien là la dimension intégrative. On peut penser aussi à Première Neige, lorsque l'héroïne commence par s'asseoir sur une chaise pour attraper froid, puis ensuite sort, puis se rend jusqu'au sapin. Il s'agit là de 3 gestes différents, de 3 éléments d'action, mais il faut bien se rendre compte, pour en saisir la signification, que ce sont là 3 moyens qui sont utilisés par elle pour tomber malade, et elle veut tomber malade pour obtenir son calorifère. Et dans le cas présent, on peut même ajouter, pour faire gentiment un pas vers l'intrigue, qu'elle va obtenir son calorifère, certes parce qu'elle est tombée malade, mais c'est pas le fait qu'elle est tombée malade qui va convaincre son mari. C'est le médecin qui va arriver et qui va ordonner qu'un calorifère soit installé. Donc l'arrivée du médecin est due au fait que la femme soit tombée malade, et elle est tombée malade pour obtenir le calorifère, mais le lien n'est pas direct entre le fait qu'elle soit tombée malade et l'obtention du calorifère. Il y a l'intervention du médecin entre les deux qui, lui, va convaincre Henri. Henri qui cède d'ailleurs avec une répugnance irritée, ce qui montre bien probablement que ça prenait plus que le seul fait qu'elle soit malade, ça prenait l'intervention d'une autorité pour que Henri se décide à installer le calorifère. Donc ce qu'on peut observer ici, c'est qu'il importe de pouvoir noter les gestes et immédiatement de voir dans quelles actions ces gestes prennent place, parce que les gestes n'ont pas une valeur autonome, ils n'ont de sens que dans la mesure où ils s'intègrent à une action. La difficulté, apparente en tout cas, de l'analyse, va consister à mettre en relation gestes et actions, c'est-à-dire à ne pas prendre les gestes pour eux-mêmes. La difficulté réside dans le fait que l'action n'apparaît pas en tant que telle. Pour être plus précis, je dirais que la plupart du temps, l'action n'apparaît pas en tant que telle. Il arrive que le personnage ou le narrateur dise quelle est l'action
qui est en train d'être accompli et en quoi les gestes font partie d'une action. Mais souvent, il va falloir, en tant que lecteur, lectrice, inférer, faire une supposition sur l'action qui est en train d'être accomplie. Souvent, en fait, cette supposition ne sera pas trop compliquée parce que nous partageons toutes et tous une certaine connaissance des différentes actions que les êtres humains peuvent accomplir, ce qu'on pourrait appeler une sémantique de l'action, une connaissance culturelle de l'action, et on va assez facilement voir de quoi il retourne. Si on prend juste le geste d'offrir des fleurs, ça peut être un geste qui va être intégré à l'action de chercher à se faire pardonner, à l'action qui peut consister à séduire, à l'action qui peut consister à féliciter, à l'action qui peut consister à remercier. Donc les actions dans lesquelles les gestes peuvent être intégrés vont assez rapidement nous venir à l'esprit, et le contexte propre à chaque œuvre littéraire, à chaque texte et à chaque action dans le texte va orienter assez facilement notre lecture, notre compréhension vers l'action qui est effectivement en train d'être accomplie. Si on reprend l'exemple d'une vendetta, la veuve Saverini tue Nicola Ravolati. Par ailleurs, elle devait venger son fils, tué par Nicola Ravolati. Il est très vraisemblable que chacun et chacune d'entre nous allons rapidement voir en quoi le fait de tuer, c'est le moyen pour accomplir cette vendetta. On ne va pas se retrouver avec d'un côté le geste qui consiste à tuer Nicola Ravolati, de l'autre côté la nécessité de vengeance, la vendetta en tant que telle, et une incompréhension des liens qu'il pourrait y avoir entre les deux. Ces liens vont aller de soi. Il se peut que le narrateur mette en scène ou bien des actions complexes, ou bien des actions nécessitant des moyens très spécifiques. Dans ces cas-là, il est possible qu'en tant que lecteur-lectrice, on ne voit pas immédiatement le lien entre le geste et l'action, parce que ce n'est pas une action standardisée, peu ou prou. Mais en général, le contexte va nous permettre de savoir de quoi il retourne. À moins que le narrateur, comme on l'a déjà vu dans un autre module, joue un jeu avec le lecteur ou la lectrice en lui cachant les indices qui pourraient permettre de comprendre l'action qui est en train d'être accomplie et en ne lui montrant que les gestes. Il arrive parfois qu'on interprète mal et on peut mal interpréter comme le personnage de la dot. Jeanne pense initialement que son mari s'est perdu. Tout ce qu'elle a de son mari, c'est ce dernier regard sur les pieds de ce dernier en train de monter sur l'impériale, et ce geste, elle n'arrive pas à l'intégrer à une action quelconque. Ce que vont faire le conducteur et son cousin, c'est précisément d'intégrer ce geste à une action, ce geste étant une partie de l'action qui va consister à s'enfuir avec la dot. C'est un moyen consistant à pouvoir s'éloigner de Jeanne pour ensuite pouvoir fuir sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est pour ça aussi que lorsqu'elle propose de prendre un fiacre, lui refuse. Dans le cas d'un roman qui souhaite générer de la curiosité et des énigmes, il va évidemment pouvoir y avoir un jeu avec la nature des actions accomplies. On va voir des gestes, on va les voir de telle manière qu'ils ne soient pas contextualisés, donc l'action accomplie va rester pour nous peu ou prou mystérieuse. Mais ce sont des cas spécifiques où tout un travail d'écriture est nécessaire pour pouvoir rendre opaque le lien entre le geste et l'action. Dans la serre, on a aussi un cas de difficulté d'intégration des gestes à une action. Le fait que Palmyre demande à Gustave de la frictionner, le fait qu'elle l'insulte, le fait qu'elle lui demande d'aller chercher toutes sortes de choses, sont autant de moyens qu'elle utilise pour essayer de le convaincre de coucher avec elle. Mais Gustave, lui, n'arrive pas à intégrer ces différents gestes dans une action. Il les voit comme des gestes valant pour eux-mêmes, donc presque pour des actions. Il n'arrive pas à accomplir ce qui est vraiment attendu de lui. En même temps, lorsqu'on pense par exemple dans cette même serre, au moment où Gustave veut aller chasser l'intrus entré dans sa propriété, la première chose qu'il va faire, c'est de se saisir d'un revolver. Assez spontanément, on va penser que ce geste, qui consiste à prendre le revolver, fait partie de cette action qui consiste à chasser l'intrus, dans la mesure où le revolver peut être une arme défensive ou offensive qui va repousser l'intrus en question. Donc c'est un cas où, même si la chose n'est pas indiquée clairement, le narrateur ne dit pas qu'il prend son arme spécifiquement pour pouvoir chasser l'intrus qui est entré sur sa propriété, notre réflexion ou nos réflexes de lecteur, de lectrice vont nous amener à faire ce lien-là. L'une des difficultés réside dans le fait que l'action n'est pas toujours identifiée en tant que telle. Lorsque Gustave veut chasser l'intrus, le narrateur, pas plus que Gustave, nous dit que le personnage veut aller chasser l'intrus. C'est à nous de comprendre la chose. Il s'agit d'un cas où la chose se comprend assez facilement, mais il reste quand même qu'un processus inférentiel va être demandé chez le lecteur ou la lectrice. Dans le cas de Boule de Suif, on se trouve devant quelque chose d'assez simple. À un moment donné, les personnages disent « il faudrait la décider ». On a ici clairement l'action qui veut l'accomplir,
et on voit ensuite comment leurs différentes stratégies ou leurs différents stratagèmes consistant à trouver des arguments liés à une histoire plus ou moins réaliste sont autant de moyens qui vont être utilisés pour convaincre Boule de Suif. Donc dans ce temps-là, l'intégration va se faire assez facilement. On va voir ces différents moments où il raconte toutes sortes d'anecdotes comme des moyens dans cette action visant à convaincre Boule de Suif. Donc l'essentiel de l'effort demandé au lecteur ou à la lectrice ici, ça va consister à intégrer les gestes dans une action. Et en bout de ligne, les multiples gestes dans un certain nombre d'actions. Parce qu'on se souviendra que c'est l'action, c'est l'intention poursuivie par le personnage qui donne son sens à tout ce qui est accompli. Donc une fois de plus, les gestes ne valent pas en eux-mêmes, mais ils ne valent qu'en tant qu'ils sont des parties d'une action qui, elle, est l'unité de sens, qui, elle, nous permet de savoir ce qui est en train de se passer. Ce qui est méthodologiquement le plus rentable dans ce cas-là, c'est moins de partir des gestes pour inférer les actions que de faire l'inverse, c'est-à-dire voir quelles sont les actions qui sont accomplies, les définir et ensuite voir en quoi les différents gestes qui sont présents s'intègrent à l'une ou l'autre des actions qu'on a pu définir. Et définir les principales actions d'un texte, c'est cette action qu'on appelle le résumé. Le résumé va faire une chose de plus que de simplement identifier les actions, mais le résumé va avoir pour effet de préciser, d'identifier, de nommer ces différentes actions. Et une fois qu'elles sont nommées, ça sera beaucoup plus facile d'identifier les gestes qui sont liés à chacune de ces actions. De se dire, par exemple, que le fait d'aller chercher du boudin, d'aller chercher de la paille, d'aller chercher un tonneau, ce sont des gestes liés à l'action qui consiste à dresser ses miantes. Pour reprendre deux catégories qu'on avait déjà vues, les gestes peuvent, jusqu'à un certain point et pour un certain nombre d'entre eux, être considérés comme des moyens pour atteindre le but qui définit l'action. Je dis jusqu'à un certain point parce que tous les gestes ne sont pas nécessairement des moyens pour atteindre le but. Reste que la plupart pourront être considérés comme tels. Donc l'idée de base, c'est de partir des actions, et une fois que les actions ont été définies, on regarde quels sont les gestes présents dans le texte et comment ces gestes s'intègrent à l'une ou l'autre des actions identifiées. Je fais une petite parenthèse pour dire que ce faisant, on fonctionnalise à l'extrême. On part du principe que chaque geste est lié à une action qui a une fonction spécifique dans l'architecture d'ensemble. Lorsqu'on est dans le cas de nouvelles de Maupassant, par exemple, c'est une manière de penser qui va être tout à fait opératoire, dans la mesure où, à l'intérieur de ce cadre contraint de la nouvelle, il ne va pas y avoir beaucoup d'éléments, en tout cas chez Maupassant, qui vont être l'équivalent narratif d'électrons libres, c'est-à-dire de petits gestes peut-être isolés qui ne prennent pas sens dans une unité plus grande qui est l'action, mais qui valent comme manière d'enrichir la représentation. La complexité romanesque va consister en une architecture actionnelle plus vaste, mais aussi en l'apparition de ces petits éléments narratifs qui n'auront pas nécessairement une fonction précise. Dans la mesure où on ne peut pas s'intéresser à tout et passer notre vie à analyser un seul roman, on va s'intéresser essentiellement aux actions et aux gestes qui sont liés aux actions, en laissant généralement de côté les gestes qui, eux, ne s'intègrent pas à une action. Ce sont des éléments qu'on va trouver, comme je le disais, plutôt dans les textes de grande ampleur, comme les textes romanesques, et pas nécessairement à l'intérieur des nouvelles. Une fois que les actions ont été identifiées, il va falloir intégrer ces actions à l'intrigue. L'intrigue, je la définis en gros comme l'architecture actionnelle d'ensemble, c'est-à-dire l'entier des actions présentées dans un texte et leur hiérarchisation, leurs liens, leur intégration, etc., etc. Donc dans le fond, peu ou prou, tout comme les gestes s'intégraient aux actions, les actions vont s'intégrer à un ensemble plus vaste. Maintenant, il va falloir voir quels sont les liens entre les actions. Il n'y a pas mille et une possibilités. Il y a principalement des liens de cause à effet ou à effet involontaire. Il y a des liens de moyens et de buts. Il y a les liens qui consistent à favoriser une force positive et à court-circuiter une force négative. Et de manière générale, on va avoir là l'essentiel des liens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres et qu'il ne va pas falloir, au cas par cas spécifiquement, nommer des liens autres que ceux que je viens d'identifier. Reste que la logique de l'action et de l'intrigue consiste souvent en des liens de causalité, en des liens de but et de moyens et en des liens liés aux forces positives et aux forces négatives. Je devrais peut-être ajouter, puisqu'on l'a vu dans plusieurs nouvelles, la question du hasard, c'est-à-dire la manière dont une action va avoir des répercussions sur une autre action sans qu'elle n'ait de lien direct entre elles.
Le cas de la serre est ici le paradigme qu'on peut utiliser. À la suite de ce qu'il a vu dans la serre, Monsieur Dubuis va coucher avec sa femme. Donc la demande de sa femme va être comblée. Maintenant, est-ce qu'il a vu des éléments dans la serre dans le but de coucher avec sa femme? Non. C'est un hasard narratif fictionnel qui a fait qu'il est tombé là-dessus, que ça lui a donné des idées et que ces idées étaient précisément celles que sa femme attendait. Donc vous avez aussi ici des liens qui sont plus hasardeux, mais qui vont quand même connecter des actions. Si on prend une vendetta, la mère Saverini va aller tuer Nicolas Ravolati. Qu'est-ce qui l'amène à vouloir tuer Nicolas Ravolati? C'est l'action de celui-ci qui a consisté à tuer Antoine Saverini. Donc le meurtre d'Antoine Saverini est la cause de l'action de la vendetta. Maintenant, le fait de dresser le chien, est-ce que c'est la cause de la vendetta? Non. Est-ce que c'est la conséquence de la vendetta? Non. Est-ce que c'est un élément hasardeux? Non. Ces différents éléments, ces différents gestes, pour utiliser le langage qu'on a utilisé tantôt, ces différents gestes sont en fait des moyens que la veuve Saverini va utiliser pour pouvoir ensuite venger son fils. Et cette vengeance va consister à tuer Nicolas Ravolati. Donc là encore, il y a une espèce de relative évidence, en tout cas dans les textes réalistes et dans les textes qui balisent bien la dimension actionnelle, pour ce qui est des liens entre les actions. On passe pas notre temps lorsqu'on lit un texte à se demander mais comment est-ce qu'il se fait que tel personnage accomplisse telle chose après avoir accompli telle autre chose? Ce genre de mystère narratif n'existe pas vraiment en général. Ou alors, s'il existe, c'est que le plus souvent il est voulu par le narrateur, par le texte, pour provoquer certains effets spécifiques. Si on prend Boule de Suif, les voyageurs ont comme but premier de se rendre au Havre. L'action du Prussien va contrarier ce but-là, va être une force négative par rapport à ce but, et tout ce que vont faire les voyageurs ensuite va consister à trouver un moyen d'annihiler cette force négative. Ils vont se rendre compte à l'usage qu'il n'y a qu'un seul moyen. Il faut que Boule de Suif couche avec le Prussien, et donc il va falloir qu'ils convainquent Boule de Suif. Donc là encore, le lien entre les différentes actions n'est pas une chose qui relève de la sorcellerie. Il y a une certaine évidence que le texte lui-même va finir par construire. Reste que notre travail de lecteur, lectrice et notre travail d'analyse va consister à repérer cette double opération d'intégration. Comment les gestes s'intègrent aux actions et comment les actions s'intègrent à l'intrigue. Pour l'instant, j'ai considéré comme appartenant à l'intrigue les seules actions qu'on a pu identifier. On s'en souviendra, dans le premier module, on avait évoqué la question des événements, c'est-à-dire des modifications de l'état du monde qui ne sont pas liées à un agent spécifique, à une intention spécifique. Il se peut que dans les textes, on finisse par trouver aussi des événements qui vont avoir par exemple valeur de force positive ou de force négative. Et il faudra à ce moment-là, dans l'intrigue, intégrer ces événements et montrer le rôle qu'ils jouent par rapport aux différentes actions. Il va aussi falloir voir comment, parfois chemin faisant, les intentions des personnages se modifient. Dans Première Neige, la jeune femme veut d'abord obtenir un calorifère. Ayant été gravement malade, elle va se trouver envoyée dans le Midi, elle va découvrir Cannes, elle va aimer cette ville, et ensuite elle va vouloir retourner dans le Midi. Le geste qu'elle fait qui consiste à ouvrir la fenêtre de sa chambre sitôt qu'elle va mieux, peut rappeler d'une certaine manière le geste qui a consisté à prendre foi en sortant dans la neige lorsqu'elle voulait le calorifère. Mais là, si elle ouvre la fenêtre, ça n'est plus pour avoir le calorifère, ça n'est plus un moyen pour obtenir le calorifère, c'est un moyen pour retourner à Cannes. Donc là, il faut bien voir que deux gestes apparemment semblables sont intégrés dans deux actions différentes parce que les buts du personnage ont changé. D'abord, elle voulait un calorifère, puis, ayant découvert Cannes, ce qu'elle veut, c'est y retourner. Alors, elle essaye de tomber malade ou de ne pas guérir, dans le premier cas pour avoir un calorifère, dans le second pour pouvoir retourner à Cannes. Il s'agit donc bien de deux actions différentes à ce moment-là. On voit le lien entre ces deux actions. C'est un lien qui est un peu hasardeux aussi, parce que si elle a été envoyée à Cannes, c'est sur ordre du médecin. On ne l'a pas envoyée à Cannes pour qu'elle aime Cannes et qu'elle ne veuille pas guérir. C'est évident qu'il n'y a pas un lien intentionnel ici. Néanmoins, le fait d'être tombée malade va d'une part entraîner l'acquisition du calorifère et d'autre part l'envoi dans le Midi. La découverte du Midi de Cannes va ensuite amener la jeune femme à vouloir y retourner. Donc tout ça est lié, mais n'est pas lié à l'intérieur d'une intention. C'est donc somme toute une certaine finesse, une certaine précision dans la lecture qui est demandée ici. J'ai pris soin d'insister tout à l'heure sur les différents types de liens qu'on peut trouver. Liens de causalité, liens de but et de moyens,
liées à des forces positives et négatives, pour bien montrer que dans le fond, on a affaire à des éléments qui sont tout à fait partie intégrante de notre compréhension usuelle des actions. On n'a pas affaire ici à un vocabulaire, à une manière de penser qui serait autre que notre manière ordinaire. Il s'agit juste cette fois-ci, non pas de faire des hypothèses sur la base de cette grammaire-là, mais de voir en quoi le texte utilise cette grammaire-là. En d'autres mots, il faut prendre ces catégories et non pas nous les projeter sur le texte, mais voir dans quelle mesure le texte les exploite. Donc c'est le premier volet de l'analyse, passer des gestes aux actions et des actions à l'intrigue. On peut à partir de là ajouter un deuxième volet à l'analyse, une fois que l'architecture actionnelle aura été bien mise en évidence, une fois que les différents gestes et les différentes actions auront été intégrés de la manière dont ils doivent l'être, on peut passer à une étape qui consiste à voir la discursivité des actions. Ce que je veux dire par là, c'est que au terme de notre réflexion sur l'architecture actionnelle, on a une espèce de vue générale sur la manière dont les actions sont situées les unes par rapport aux autres. Mais le texte ne consiste pas qu'à situer les actions les unes par rapport aux autres. Il consiste aussi à les mettre en scène d'une manière spécifique. Il peut y avoir une action extrêmement importante qui prend une ligne et une action secondaire qui en prend 15. L'analyse va aussi devoir rendre compte de cette différence-là. Pourquoi est-ce que l'action principale a été écrite en une ligne? Pourquoi l'action secondaire en 15 lignes? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, de particulier, d'utile, de nécessaire dans cette mise en scène spécifique d'une action pourtant secondaire? En d'autres mots, ce qu'il s'agit de faire ici une fois qu'on a la vue d'ensemble, l'architecture d'ensemble, c'est revenir au texte pour voir comment le texte, lui, va incarner concrètement, va mettre en discours, c'est pour ça qu'on parle de discursivité, le schéma général qu'on aura pu mettre en évidence. Parce que ce schéma est une sorte de résumé, et le résumé n'est pas la nouvelle en tant que telle. Le résumé est une abstraction par rapport à la nouvelle, une abstraction de l'ensemble actionnel, mais la mise en scène de chaque action, la discursivité de chaque action, est quelque chose de spécifique qui doit être analysé dans un autre temps. Et là, toutes sortes d'éléments peuvent être mis en évidence selon ce qui importe dans l'action. Comme on l'a vu dans une vendetta, il serait important de montrer que pour ce qui est du dressage de sémillante, initialement, on ne sait pas de quoi il retourne. C'est sûr que l'analyse intégrative, l'analyse du schéma d'ensemble, va immédiatement montrer que les différents gestes posés par la mère Saverini s'intègrent dans l'action qui consiste à dresser sémillante, puis à venger son fils. Cela dit, ce qu'on voit nous, lecteurs, lectrices initialement, ce sont des gestes qui sont présentés sans leur contexte actionnel. Alors l'analyse discursive va devoir montrer ça, chose que l'analyse de l'architecture actionnelle, elle, ne pourra pas montrer. Je cite un passage de Boule de Suif pour montrer comment parfois c'est sur le plan stylistique de cette discursivité que des éléments peuvent être mis en évidence. C'est un passage tiré de ce moment où les personnages commencent à préparer leurs arguments pour convaincre Boule de Suif. Alors je cite le texte. « On prépara longuement le blocus comme pour une forteresse investie. Chacun convint du rôle qu'il jouerait, des arguments dont il s'appuierait, des manœuvres qu'il devrait exécuter. On régla le plan des attaques, les ruses à employer et les surprises de l'assaut pour forcer cette citadelle vivante à recevoir l'ennemi dans sa place. » Alors dans ce cas précis, l'analyse de la discursivité de cette action-là va devoir montrer le double champ lexical ou la double isotopie qui est présente ici entre d'une part les arguments et d'autre part les attaques militaires. Les différents arguments que les personnages doivent utiliser sont l'équivalent d'attaque et Boule de Suif est l'équivalent d'une citadelle qu'il va s'agir d'investir. C'est un exemple parmi d'autres de ce que l'analyse de la discursivité doit mettre en évidence. Il est bien certain que lorsqu'on est dans l'analyse de l'architecture actionnelle, on ne va pas parler de cette métaphore filée. Pour prendre un autre exemple encore, dans La Serre, lorsque M. Gustave va chasser l'intrus, la perspective qu'on a, c'est la perspective de Palmyre, perspective angoissée, focalisation très restreinte qui fait qu'on ne voit pas ce que Gustave est en train de voir. L'analyse narrative, elle, va simplement dire que Gustave est parti chasser l'ennemi en utilisant son revolver comme moyen. L'analyse de la discursivité va montrer que le point de vue dont on dispose sur cette action n'est pas le point de vue de Gustave, mais le point de vue de Palmyre, un point de vue qui, par des phénomènes de focalisation en général, donc des phénomènes narratologiques, fait en sorte qu'on ne voit rien de ce qui se passe, que ce soit visuellement ou que ce soit cognitivement. Donc l'idée ici, dans l'analyse de la dimension discursive, c'est de quitter l'esprit du résumé pour revenir à la lettre du texte. Parce que le texte, ce n'est pas un résumé,
c'est une mise en scène particulière, spécifique, de chacune des actions, de chacun des moyens, de chacun des buts, de chacune des forces positives et négatives, etc. Évidemment, il n'est pas mauvais de fonctionnaliser un peu notre réflexion et de faire en sorte qu'on ne va pas tout regarder de la discursivité de chaque action, mais bien mettre en évidence les éléments les plus saillants, les plus importants, les plus particuliers de chaque représentation d'action. Mais l'idée reste là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le résumé, une fois qu'on a l'architecture actionnelle, l'identification des actions, l'intégration des gestes dans les actions, les liens entre les actions, là, il faut quand même voir la manière dont le texte lui-même va très spécifiquement représenter les actions. Donc, en résumé, 2 mouvements dans l'analyse, un mouvement vers l'abstraction où on part des éléments textuels pour intégrer ces éléments dans des actions et intégrer ces actions dans l'intrigue, et deuxièmement, un mouvement d'analyse précis à l'intérieur du texte pour voir, une fois que les actions et leurs liens ont été identifiés, comment spécifiquement dans chaque texte, chaque action est mise en scène, en mettant l'accent sur quel élément, avec quel registre lexical ou sémantique ou isotopique, avec quel point de vue, avec quels éléments narratologiques, avec quels enjeux thématiques, le cas échéant. Bref, tous ces éléments qui constituent l'analyse littéraire dans le détail d'un texte. Et ces 2 dimensions, la dimension intégrative et la dimension discursive, vont permettre d'avoir une vue d'ensemble de ce qui constitue l'action à l'intérieur d'un texte littéraire.